Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo du samedi. Tous aux abris, ça y est, tout le monde se fait la malle, on ne veut plus du système bancaire, Crédit Suisse se prend moins 30%, la SVB qui fait faillite, les taux d'intérêt qui finalement ne devraient pas être relevés, puisque si on a un effet domino sur le système bancaire et que les États ne veulent pas renflouer les banques, il va peut-être falloir se calmer sur les relèvements des taux, quitte à ce qu'on ait une inflation qui soit galopante, ou peut-être que la récession économique qui est en train de poindre le bout de son nez aux États-Unis va vraiment se manifester, et auquel cas on devra avoir un impact significatif sur l'économie mondiale. Dans tous les cas, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que tout le monde s'est mis aux abris ou sur l'or, sur le Bitcoin. Et ça, c'est vraiment un phénomène nouveau, parce qu'en général, le Bitcoin, on l'a connu, tout le monde l'a défendu comme une valeur refuge, mais à aucun moment le Bitcoin n'a servi de valeur refuge quand tout partait en cacahuète. À chaque fois qu'on a eu des crises ou des contractions de liquidité, l'argent quittait à la fois toutes les classes d'actifs à risque et à la fois les Bitcoins. Et là, je crois que c'est la première fois dans l'histoire où, dans une crise potentiellement systémique, le Bitcoin sert de rempart. Et l'or a explosé cette semaine à la hausse, le Bitcoin a explosé cette semaine à la hausse, la cryptosphère n'a pas été impactée plus que ça, hein. L'Ethereum, on va en parler, lui n'a pas plus que, il a bien rebondi, mais il n'a pas servi plus que ça de rempart. Donc on va parler de tout ça et vous allez voir, c'est vraiment amusant. On verra d'ailleurs si ce qui s'est passé cette semaine lance le Bitcoin dans un nouveau bull market, puisqu'on a quand même quelque chose que l'on attend depuis 1 an, 2 ans, depuis plusieurs trimestres, et c'est arrivé cette semaine sur le Bitcoin. Donc on va voir si ce signal de top départ de bull market est un vrai gros signal de top départ, ou s'il va falloir être un petit peu patient. En tout cas, c'est une vidéo qui cette semaine marque un tournant, puisque vous allez le voir, l'or coté en euros, lui, est clairement en train de lancer un bull market. C'est parti pour cette vidéo. Alors le Bitcoin cette semaine nous a fait une séance de retournement qui a été absolument dantesque. Je vous rappelle que ici, là, tout le monde était en train de se dire ça y est, le Bitcoin, ça va retourner à la cave. Moi, je vous avais fait un email et une vidéo en vous expliquant qu'on était vraiment dans une zone très intéressante, puisque on était en train d'aller chercher le haut du canal du marché de l'ancien marché baissier. Donc c'est une zone très importante de polarité. Soit on repasse en dessous et on est à nouveau dans la logique de marché baissier, mais comme on était en train de s'extraire avec une épaule, tête, épaule inversée, on était vraiment ici là dans la zone très intéressante. Le rebond a été extrêmement vif, magistral. On n'a même pas eu le temps d'observer en journalier un espèce de double creux là. Moi, je vous avais dessiné un grand truc comme ça. On n'a pas eu l'opportunité de voir quelque chose à minima comme ça se dessiner. On a eu ce qu'on appelle un V-bottom. Bam, on est parti en ligne droite directe. Pourquoi? Normal, hein, faillite de la SVB, et du coup toutes les liquidités ont recherché un espèce de safe haven, et le Bitcoin en faisait partie. Alors après, est-ce que ça c'est censé tenir à court moyen terme? Je n'en sais rien du tout, hein. Là on a ce qu'on appelle une figure d'élargissement, donc on a de la volatilité tout simplement qui s'accroît, mais c'est pas quelque chose qui est censé être sain pour lancer un nouveau bull run. Ça, en général, c'est quelque chose où on a de la volatilité qui s'accélère, et il va falloir que la volatilité à nouveau se tasse pour qu'on ait ensuite quelque chose de sain pour lancer un vrai nouveau bull market. Donc je vais quand même être relativement prudent, hein, sur cette envolée massive que cette semaine a eu lieu sur le marché du Bitcoin, surtout du Bitcoin, hein, plus que des cryptos d'ailleurs. Et je vais rester dans ma logique tempérée de scénario numéro 1, à savoir, je sais, papy radote, il faut absolument qu'on consolide pendant au moins quelques semaines, voire idéalement quelques mois, pour qu'on ait quelque chose de sain et de propre pour qu'on ait un nouveau cycle haussier. Là, si on part en flèche trop vite, trop haut, ça ne sera pas tenable, et on ne pourra pas parler d'un nouveau cycle haussier, mais plutôt d'un grand range market. Donc voilà, idéalement, hein, là, si cet élargissement est continu, on peut peut-être aller chercher, un petit peu plus haut ici, mais dans l'idéal, il faut vraiment qu'on revienne stabiliser toute cette volatilité.
dans un scénario numéro 1. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal et pour des prises de position par la suite, ce serait vraiment idéal. En tout cas, voilà, ce qui s'est passé cette semaine, hein, c'est tout simplement que l'on passe. Alors là, d'un point de vue de l'analyse graphique, il faut être vraiment objectif, hein. Marché baissier, marché en range. Là, boum, on casse la ligne de pivot. Officiellement, on est censé avoir un signal de top départ de bull market. Pourquoi? Parce qu'on a cassé, on est passé d'une psychologie baissière à une psychologie latérale. Là, on casse par le haut la psychologie latérale. Donc là, on est censé être en nouveau marché haussier. Après, voilà, je reste très prudent sur ce signal-là parce que de mon point de vue, il faut vraiment qu'on temporise. Il faut qu'on temporise pour qu'on ait vraiment un vrai beau propre signal de bull market qui soit exploitable pour une prise de position. Mais voilà, l'analyse graphique nous fait dire que si on reste juste objectif par rapport à ce qu'on voit, on est censé être officiellement là dans un... on a un top départ de nouveau bull market. Bien entendu, il faut que la semaine prochaine on tienne au-dessus, hein, mais on est censé être dans un nouveau cycle de hausse à partir de cette semaine. Donc c'est à contre-cœur que je vous dis ça, parce que j'aurais adoré vraiment avoir ce scénario numéro 1, cette temporisation, et peut-être qu'on l'aura au cours des prochaines semaines, je l'espère. Ce qui nous permettrait d'avoir vraiment un signal exploitable pour une prise de position très propre, quelque chose de vraiment, d'un point de vue d'un trade spéculatif qui nous permette d'exploiter un magnifique cycle. Et puis écoutez, si on n'a pas ce scénario numéro 1 qui se met en place et qu'on commence à partir en bull market, on ira simplement chercher sur une unité de temps inférieure en journalier une première pattern sympathique pour timer une prise de viande. Je vous rappelle que le but en spéculation, c'est pas d'acheter tout en bas pour revendre tout en haut. Nous, ce qu'on veut, c'est juste prendre une petite partie de la viande et c'est amplement suffisant. Il faut simplement bien sélectionner ses setups et prendre des bouts de viande. D'ailleurs, dans cette logique, hein, Ethereum contre le dollar américain reste lui dans un schéma qui est beaucoup plus propre, hein. Donc ce sera peut-être davantage Ethereum qui servira de support pour un trade spéculatif d'un nouveau cycle parce que la volatilité, elle reste basse, elle reste tassée. Donc vous voyez que là, on est en train de construire, hop, idéalement, hein, ce que l'on veut, on veut assister à ce genre de choses, hein. Ethereum reste vraiment en bonne course pour construire une très belle figure de top départ de nouveau bull market avec une volatilité qui se tasse. Donc, chose à faire à suivre au cours des prochaines semaines et des 2 prochains mois. Mais de mon point de vue, Ethereum risque d'être dans une situation beaucoup plus intéressante pour une prise de position spéculative pour timer un nouveau cycle de hausse. Donc, on verra. De toute façon... le jour où ça va se mettre en place, j'irai voir sur les grandes majeures, hein, sur le top 5, on va dire, ou le top 10 des market cap. Et j'irai regarder tout simplement celles qui proposent les plus beaux setups pour soit construire un petit portefeuille de 1, 2 ou 3 cryptos, soit juste être, d'être bien focalisé sur une crypto, la crypto qui propose le setup le plus propre pour exploiter le nouveau cycle de hausse. En tout cas, pour le moment, on n'y est pas encore, hein. Ok, certes, on a un signal de top départ de bull market sur le Bitcoin, mais ce signal de top départ, on ne l'a pas encore sur Ethereum. Et je vous rappelle, c'est comme sur les indices américains, il faut que tout soit aligné, il faut qu'on ait toutes les patterns qui soient matures, il faut qu'on ait les signaux de breakout qui s'alignent sur l'ensemble des majeurs, ou au moins 2 ou 3 majeurs, pour qu'on ait suffisamment de confiance dans le signal qui est lancé par l'analyse technique. Là, pour le moment, de mon point de vue, ça reste quand même pas mal de volatilité sur le Bitcoin. Donc, on va attendre que Ethereum, l'Ether, nous propose quelque chose qui va dans le même sens. Alors clairement, pour profiter des grands cycles économiques, il n'y a pas besoin de faire d'analyse graphique sur plusieurs unités de temps. Vous n'avez pas besoin de connaître le chartisme, les breakouts, les top départs, les suivis de tendance, etc. Vous pouvez mettre en place un portefeuille qui suit une stratégie qui est automatique, qui est extrêmement simple. Je veux dire... Donnez cette stratégie à un enfant de 14 ans, il pourra gérer votre patrimoine de manière hallucinante. Là, regardez, vous avez tout simplement la stratégie du magicien aux mains d'or. Je vais vous en parler cette semaine, hein, c'est dans le cadre du portefeuille Bon Père de Famille. Je vais vous présenter ça dans les emails privés cette semaine, donc ça c'est à jour. Vous voyez que ce portefeuille... depuis août de 1993, a enregistré une performance moyenne de 8,14% par an et le maximum drawdown mensuel a été de moins 8,2%. Je veux dire,
on a affronté la crise de 2000 à 2003, les indices boursiers sont pris un petit moins 70. On a affronté la crise de 2008 des subprimes, les indices boursiers se sont pris un petit moins 70. On a affronté la crise Covid, les indices boursiers se sont pris un petit moins 30, moins 40%. Le portefeuille n'a jamais bronché. Là, on est en train de se prendre la crise en Ukraine, la crise inflationniste, la crise énergétique. Le portefeuille ne bronche pas, donc c'est la courbe bleue. Et actuellement, le portefeuille s'investit sur l'or et il n'y a absolument pas besoin d'utiliser l'analyse technique, l'analyse des cycles économiques, l'analyse de regarder des centaines d'heures de vidéos YouTube, de devenir un économiste, etc. ou de prévoir quoi que ce soit. Non. C'est un portefeuille, une stratégie qui s'adapte au fur et à mesure au cycle économique. On a juste un petit rendez-vous mensuel à faire et ça nous permet d'avoir, c'est un petit peu comme un livret A qui est surboosté et qui permet d'avoir d'excellentes rentabilités avec une volatilité qui est extrêmement faible. C'est juste l'idéal quand on met de côté mois après mois ce portefeuille bon père de famille dans sa version dynamique, version magicien aux mains d'or. C'est une pépite. Donc ça, je vais vous le présenter cette semaine. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans les emails privés, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description et vous vous inscrivez à ma mailing list et je vous présenterai tout ça cette semaine. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'absolument hors du commun. Si vous êtes un épargnant et que l'immobilier, ça vous saoule, que la bourse, ça vous saoule parce qu'il y a trop de trucs à gérer, etc. Vous voulez pas faire de spéculation, vous voulez pas timer les cycles économiques avec de l'analyse graphique, vous voulez pas avoir un portefeuille 100% passif parce que il y a trop de volatilité dans ce portefeuille. Vous voulez juste un truc très simple, très facile à suivre une fois par mois, quelques minutes. Quelques transactions, une ou deux transactions une fois par an, donc un coût qui est extrêmement faible. Le portefeuille bon père de famille, c'est vraiment la Rolls des stratégies que je peux vous recommander. Donc voilà, cette semaine, on parle de ça dans les emails privés. Le lien est en description. Quelle semaine folle sur l'or. Donc là, on est sur de l'or coté en euros, sur un graphique hebdomadaire. Vous la voyez, cette barre, elle est magistrale. Littéralement, elle est magistrale. Plus 5,2%, on est sur un breakout sur l'or. Vous me connaissez, moi j'aime bien prendre des positions quand on a vraiment des figures qui sont matures, à savoir ce que je vous avais dessiné en bleu. Il fallait que idéalement, voilà, jusqu'au mois de mai, on consolide dans une petite partie de ping-pong avant d'avoir un breakout. Bon bah voilà, les conditions macroéconomiques font que, la faillite de la SVB fait que, il y a des grosses tensions. Crédit Suisse qui perd moins 30%. Bref, le système bancaire fait à nouveau peur et donc par effet ricochet, par effet flipper, l'or est en train de reprendre sa casquette de valeur refuge. Donc je vais vous supprimer un petit peu toute cette histoire. Donc hop, on va assainir tout ça et on va avoir quelque chose maintenant qui va ressembler davantage à ça. Donc concrètement, cette semaine, qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça signifie qu'on a le top départ du bull market sur l'or. Alors, en réalité, de mon point de vue, on avait déjà le top départ ici, mais on savait que, je vous l'avais suffisamment répété, que le momentum se construit dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne part pas en ligne droite d'un point A à un point B, comme ça, comme si on avait pris une fusée. Au début d'un mouvement de cycle, il faut énormément de temps. Ça se construit lentement. Et au fur et à mesure du cycle, ça s'accélère. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dessiné ces ellipses en vert qui sont les zones de consolidation. Au début, on a des consolidations qui sont assez longues et plus on avance et plus les consolidations sont courtes parce que le momentum, la vélocité s'accélère. Donc, là, clairement, le gros breakout, là, ça y est, on est lancé. On a une double casquette pour l'or. On a l'euro qui potentiellement est sur un point haut. Alors, je vais vous remontrer rapidement le graphe de l'euro-dollar en trimestriel pour que vous compreniez. Donc, l'euro est sur un marché baissier. On est allé chercher très bas en dessous de la zone de parité. On est remonté très haut en trimestriel et vous voyez qu'on est sur une zone de résistance. Ça veut dire que l'euro a de fortes probabilités de revenir à minima tester la zone des 0,95 face au dollar. L'euro, au cours des prochains trimestres, a de fortes probabilités de baisser. Donc forcément, si l'euro baisse face à l'or,
bah, juste l'or, s'il reste stable mais que l'euro baisse, bah, ça fait monter le prix de l'or coté en euros. Si en plus l'or se met à monter et que l'euro baisse, on a un double facteur amplifiant, ce qui fait que bah, l'or coté en euros devrait s'apprécier d'autant plus et on devrait assister à une accélération du momentum qui est relativement proche de ce que je vous ai dessiné ici. Hein. On a vraiment un double facteur. Ce double facteur n'est pas présent sur l'or coté en dollars, parce que le dollar américain reste fort face à un panier de devises, et il a beaucoup plus de potentiel de rebond au cours des prochains trimestres. Donc il bénéficie pas de ce double facteur. Il bénéficie juste l'or coté en dollars, donc l'or face au dollar. L'or bénéficie juste de son facteur qui est celui qu'on est dans un cycle de taux d'intérêt réel négatif. On est dans un cycle où le système bancaire est mis à rude épreuve. On est dans un cycle où eh bien, les pays émergents tels que la Russie, l'Inde, la Chine essayent de mettre en place un nouveau système monétaire basé sur leurs propres devises pour échanger des matières premières et backer ce système monétaire éventuellement sur de l'or, hein, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire, sauf la petite parenthèse que Nixon nous a mis en place dans les années 70, 71, août 71. Donc voilà, l'or reste et restera on va dire un étalon monétaire sur le moyen long terme pour rééquilibrer quand tout se barre en couille sur le système monétaire. On en revient toujours à la même histoire, on en revient toujours à l'or et les États se servent de l'or. Sinon, l'or ne serait pas coté, l'or ne serait pas aussi important, l'or ne serait, comme dit Warren Buffett, qu'une relique barbare qui ne sert à rien. Et si ça servait à rien, ce serait au fond d'un coffre dans le grenier et personne ne s'en soucierait. Or, l'or n'est absolument et au cœur de tous les enjeux géopolitiques actuellement et depuis très longtemps. Donc voilà, donc ça c'est l'or coté en euros, donc on a le signal de top départ. Bon, si vous suivez la vidéo hebdo, vous savez ça fait très longtemps, les positions sont construites. Là, cette semaine, le breakout permettait éventuellement pour ceux qui n'avaient pas encore de position sur l'or de prendre position. Il y aura d'autres potentialités de prise de position si là notamment on consolide et que là, il faudra probablement aller chercher en journalier la pattern. Si on consolide au cours des prochaines semaines et qu'on a un nouveau setup, là, ce sera à nouveau une bonne zone de prise de position. On est au début, on est censé être au début du bull market, de la nouvelle grande vague de hausse sur l'or. Et je vous rappelle une chose, c'est que sur les commodities, donc sur l'or, c'est toujours la dernière vague qui est celle en climax run. On a toujours ces formats d'accélération sur la fin d'un bull market où ça part vraiment en climax run, c'est-à-dire comme ce que je vous ai marqué ici, comme ce que je vous ai dessiné ici. C'est vraiment typique des matières premières où l'offre et la demande est complètement déséquilibrée sur la fin d'un bull market et on a ces pics. C'est pour ça qu'en début de bull market, on a pas mal d'opportunités de prise de position. Donc vous l'avez vu, on en avait une ici. Ça avait été commenté en direct. Moi, j'avais d'ailleurs renforcé sur mon patrimoine avec de leur physique en coffre dans une autre juridiction. Là, on devra avoir une nouvelle potentialité de prise de position dans les semaines ou mois à venir. Tant qu'on restera autour de cette zone-là, en dessous de 175, et qu'on a des setups de prise de position, ça devrait être des choses intéressantes pour prendre position sur l'or coté en euros. Mais après, plus ça va s'accélérer et moins ce sera intéressant, où il faudra rentrer dans une logique de swing trading à court terme, c'est-à-dire passer sur les unités de temps inférieures, sur du journalier, voire du 4 heures, pour pouvoir swing trader des petites tendances à très court terme au sein d'un grand cycle qui s'accélère en climax run. Allez, j'en profite pour vous faire l'analyse de l'or coté en dollars. Donc l'or coté en dollars, j'ai simplement réajusté, vous voyez, cette ligne en pointillé, je l'avais mise comme ça, ou comme ça, je ne me rappelle plus. Ça nous formait un wedge. Et bien maintenant, hop, j'ai simplement réajusté, on va dire, on peut soit la réajuster comme ça sur les nouveaux plus hauts, soit la mettre à ce niveau-là sur la zone où il y a eu des clôtures. En réalité, peu importe. Ce qui va vraiment nous importer sur cet or coté en dollars, c'est encore une fois cette structure ici. Il est très important de voir une partie de ping-pong se mettre en place autour des zones de résistance. Donc soit ici, donc la partie de ping-pong aura lieu un petit peu plus haut, comme ceci, soit un petit peu en dessous. Peu importe en réalité. Le plus important, c'est qu'on ait cette partie de ping-pong et qu'on ait ensuite un break à la hausse. Et ça, ce sera les prémices,
les fondamentaux pour assister à une vraie grosse impulsion sur l'or. Donc l'or coté en dollars, même si le dollar reste une devise forte, vous voyez que l'or là, il est vraiment en train d'être recherché dans le monde entier. Donc face à toutes les devises du monde, il est en train d'être acheté massivement. Donc il va falloir que ça se calme, hein. On est à la zone de résistance ici. Idéalement, il faut que cette zone de résistance fasse office de résistance et qu'on ait une partie de ping-pong qui s'enclenche avant d'avoir un vrai break sur l'or coté en dollars qui pourrait libérer voilà, ce fameux bull market de l'or contre du dollar. Je vous rappelle que contre l'euro, on est déjà censé être parti. Donc voilà, une analyse assez simple, mais c'est toujours les mêmes éléments que l'on recherche depuis des mois et des mois et des mois, malgré les news macroéconomiques, malgré des faillites en cascade potentielles, ou pas d'ailleurs, les graphes restent les graphes et ce que l'on recherche ce sont des fondamentaux nécessaires pour assister à des bull markets, des envolées sur des classes d'actifs, ce sont toujours les mêmes éléments fondamentaux. Donc voilà, c'est ce que je tente de partager avec vous chaque semaine pour que vous ayez une petite boussole dans ce monde où les catastrophistes ont une place de premier choix sur le podium en ce moment. Analyse du SP500 avec une belle petite semaine ici de rebond. Donc on a bien été chercher le support. Ça veut dire qu'on est bien en train de construire une éventuelle épaule, tête, épaule. Vous voyez ici la dernière partie de la structure, c'est un espèce de triangle qui constituerait la dernière épaule, épaule, tête, épaule inversée. Je vous rappelle que les conditions générales, quand on regarde sur du long terme, on est dans un range market. Tant qu'on est entre la bande supérieure et inférieure, il y a de la nervosité. Dès qu'il y a des news, une faillite, un taux d'intérêt qui monte, qui descend, eh bien ça fait du ping-pong, haut, bas, haut, bas, haut. Donc voilà, quand on est dans des situations de range market et qu'il n'y a pas de consensus, ce qui fait le consensus, ce sont les news macroéconomiques ou d'ailleurs microéconomiques quand elles sont impactantes, comme la faillite de la banque de la Silicon Valley. Et l'analyse technique nous permet simplement d'avoir des repères, des bornes. Donc là, actuellement, je vous avais montré, chaque semaine j'essaie de vous le répéter, on est dans le scénario trimestriel à très long terme, donc regardez, depuis l'année 2009, on est dans un bull market, et pour le moment on est toujours dans le scénario numéro 1, à savoir on rebondit sur la moyenne mobile ici avant trimestre, qui nous a déjà servi de support pendant la crise Covid. On est toujours dans ce scénario-là. Bien entendu, si ce support casse, on se retrouvera dans le scénario numéro 2 en bleu, à savoir les bandes de Bollinger ici formeront un tunnel, et on aura marché baissier, marché haussier, marché baissier, marché haussier, exactement comme ce qu'on a eu entre les années 2000 et 2013. Mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on favorise, en tant que le support tient, la continuation du bull market. Je sais, malgré les tensions macroéconomiques, l'inflation, la guerre en Russie, les faillites bancaires, tout ce que les catastrophistes peuvent vous répéter, eh bien, les faits sont là devant nos yeux pour le moment. Deuxième chose, en mensuel, on le voit bien, on est dans cette marche d'escalier qu'on construit. Donc on en a construit de nombreuses pendant le bull market actuel. On a construit 1, 2, 3, 4, on serait dans la 5e. Donc bien entendu, la direction de cette marche d'escalier, la cassure par le haut ou par le bas, nous donnera on va dire le scénario à privilégier au cours des prochains trimestres. Donc pour le moment, on est neutre au sein d'un grand bull market. Et je vous rappelle qu'en hebdomadaire, on est neutre parce qu'on est dans un range, donc on attend soit la cassure par le haut pour le nouveau bull market, soit une cassure vers le bas, et ça voudra dire que on repasse en trimestriel sur le scénario numéro 2, à savoir on casse ici, et c'est marché baissier, marché haussier, marché baissier, marché haussier. Donc voilà, vous comprenez la dynamique. Là, d'un point de vue des bandes de Bollinger en hebdomadaire, vous voyez qu'on est sur la portion basse de la bande de Bollinger. Donc statistiquement, c'est une zone de support, c'est une zone de rebond. Ça tombe bien, ça correspond aussi avec notre triangle hebdomadaire ici, qui correspond lui à épaule, tête, épaule. Deuxième partie de maturation, on arrive vraiment sur la fin de la figure. Donc c'est pour ça qu'on a des raisons, malgré toutes les catastrophes qui nous entourent, de rester relativement optimiste tant que cette figure tient et qu'elle arrive à la fin, à échéance. C'est-à-dire qu'il va falloir que on continue d'évoluer entre ces deux bornes-là, qu'on casse par le haut
ce petit triangle, qu'on casse le range hein, par le haut, et à ce moment-là, on n'aura que du bonheur. Enfin, nos anticipations redeviendront très optimistes. Bien entendu, si on commence à casser par le bas ce triangle, et qu'ensuite on vient casser par le bas le range, là, ce sera une toute autre histoire. Mais je vous le rappelle, la tendance de fond en trimestriel reste celle d'un bull market. On est toujours en tendance de fond de marché haussier tant que eh bien, ce niveau-là tient. Donc voilà, j'essaie d'être le plus factuel possible, de ne pas mélanger les tensions qui sont distillées par les médias et de vous faire voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les médias, la presse financière, les catastrophistes sur YouTube ou dans les journaux vous racontent. On essaie d'avoir une image claire, objective. Si on était coupé à 100% des médias, si on ne comprenait pas le langage humain et qu'on avait juste un graphe à analyser sur l'offre et la demande, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous seriez haussier, baissier ou neutre? Si vous n'aviez absolument aucune information fondamentale, que le langage humain ne vous parlait pas. En analysant les graphes, est-ce que vous seriez un furieux catastrophiste, un optimiste sans fin ou neutre avec une tendance de fond en mode on est toujours dans un bull market mais on est en train de travailler un support. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut aborder l'analyse graphique pour faire la part des choses. Et puis après, bien entendu, quand on a des signaux qui sont alignés à la fois sur les news, donc les fondamentaux de l'économie, et sur eh bien une base graphique, ça nous conforte d'autant plus pour nous forger une opinion, hein, une anticipation sur les marchés. Donc rapidement sur le Nasdaq 100, même situation, on est sur le support trimestriel, donc vous voyez 2009 jusqu'à ici janvier 2023, on est toujours en marché haussier, on s'appuie ici sur une zone qui est délicate. Soit on la casse vers le bas et c'en est fini du bull market, soit on tient, et là actuellement on est en train de tenir et on est toujours dans le scénario long terme du bull market. Donc je vais vous descendre d'une unité de temps, on va passer en mensuel. Donc en mensuel, on voit bien ici qu'on a une petite structure de retournement qui est en train d'être validée au mois de mars. On est le 18 mars, il faut simplement qu'à la fin du mois de mars, on finisse de clôturer au-dessus de ce pivot pour qu'on ait un double creux. Et ça c'est une figure de retournement, un point d'appui. C'est un petit peu comme si vous preniez appui très très fort sur terre, vous baissiez pour sauter très haut, et sauter très haut, c'est tout simplement sauter pour aller chercher le haut de la bande de Bollinger en mensuel, qui coïncide elle aussi avec eh bien la résistance majeure historique qui a été enregistrée sur le Nasdaq. Donc là, on est en train de dessiner ce scénario, un point d'inflexion avec une potentielle prise d'appui pour un rebond haussier. Je sais, ça paraît bizarre malgré toutes les tensions, mais c'est ce que nous disent les graphiques. J'ai passé sur l'unité de temps inférieure pour qu'on aille analyser ça avec un zoom un petit peu plus fort. Et là, vous le voyez, ici, on a eu un double creux qui s'inscrit au sein d'une épaule grande tête. Et là, on aurait une deuxième épaule en formation. Donc tout ça, c'est une épaule-tête, épaule inversée. C'est les épaules tête-épaule, en général, elles arrivent en sommet de marché pour signaler un retournement. Une épaule tête-épaule inversée, ça arrive en bas de cycle de baisse pour signaler un retournement à la hausse. C'est simplement des structures de retournement où vous voyez que la gravité est en train de s'inverser. La balle, elle est partie de tout en haut, elle est en train de trouver le sol, et là, elle est en train de prendre appui sur le sol pour rebondir. Vous voyez vraiment ça comme de la gravité. Toutes ces figures chartistes avec des noms bizarres, peu importe les noms qu'on leur donne, peu importe que vous les connaissiez ou pas, le plus important c'est de voir que la gravité là est en train de faire son effet et que la balle elle est en train de rebondir. Donc vous voyez bien que là dans ce rebond, ici là elle a marqué une petite pause et que là cette semaine, eh bien on a très bien tenu sur le pivot. On était en train de tester la semaine précédente la véracité de ce pivot. Cette semaine, on est à nouveau au-dessus. Donc là, ça veut dire qu'a priori, on est vraiment dans un petit wedge, un petit flag, un petit drapeau de continuation de tendance qui devrait en principe nous amener sur la zone des 13 500 sur le NDX, donc sur le Nasdaq 100 index. Donc voilà, scénario pour le moment, toujours de rebond intra-range. Je vous rappelle le range, range market. On est entre ces deux bornes et si on passe au-dessus de cette borne-là, on sera dans un nouveau cycle haussier. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle que cette semaine, dans les emails privés, je vais vous présenter en détail la stratégie du bon père de famille et vous verrez qu'on a la stratégie magicien aux mains d'or. Alors en réalité, cette performance est supérieure à celle affichée parce qu'il y a un système de cash out
qui rémunère, qui rapporte de l'argent et qui n'est pas pris en compte là dans cette courbe. Donc tout ça, je vous le présenterai cette semaine dans les emails privés. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Vous allez découvrir un nouveau monde, quelque chose qui va juste vous faire halluciner, tant on a une rentabilité qui est celle des marchés financiers qui est absolument décente, pour ne pas dire outrageusement bonne comparativement au risque, à la volatilité que ce type de portefeuille implique. Et croyez-moi, ça n'a rien d'un système suroptimisé comme certains le font. Hein. On achète au meilleur moment, on revend au meilleur moment. Non, non, là, on prend n'importe quel type de classe d'actifs, on glisse ça dans ce système et on a des performances qui sont relativement similaires. Donc là, c'est un portefeuille bon père de famille avec des classes d'actifs qui sont diversifiées, avec un booster qui permet d'améliorer un peu la rentabilité pendant les cycles de prospérité économique. Vous avez un système de cash out qui permet d'améliorer la rentabilité pendant les cycles de disette économique. Et même, vous voyez, ce système de cash out, depuis 2022, vu que le marché obligataire s'est crashé, eh bien, il nous mettait en cash sur de l'obligation à quelques mois. Et l'obligation à quelques mois américaine, ou d'ailleurs même européenne, permet de générer une très bonne rentabilité puisque les taux d'intérêt ont explosé à la hausse. Donc vous voyez, c'est un système qui est adaptatif. Je le trouve absolument merveilleux. Enfin, vraiment, c'est une horlogerie suisse, ce système. Je l'adore, je l'affectionne tout particulièrement. Et c'est quelque chose qu'on peut transmettre à ses enfants au fil des générations. C'est absolument... voilà, pour moi, c'est de l'horlogerie suisse. Donc, je vous en parle cette semaine. Inscrivez-vous à mes emails privés si ce n'est pas encore fait. Vous allez découvrir un nouveau monde qui devrait vous séduire.